Bonjour, merci encore de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise. Aujourd'hui, nous revenons sur Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné à 2020 à 20 ans de travaux forcés pour détournement de près de 60 millions de dollars dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Il a été acquitté en appel. L'affaire a été montée en cassation qui avait renvoyé le dossier. Son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Sanoa Jamal, est également acquitté. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe motive son jugement par le manque de preuves. C'est dans ce dossier où nous allons dire à quelques minutes avec maître Hassan Kangapi Pivergère, qui est avocat en ville de Goma. Nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, cher journaliste. L'acquittement de Vital Kamerhe, on en parle encore sur la chaise. Comment vous avez trouvé en tant qu'homme de droit, comment vous avez trouvé cet acquittement de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État? En fait, pour moi personnellement, c'était un non-événement. Et je l'ai accueilli avec un sentiment mitigé. Pourquoi? Cher journaliste, nous assistons aujourd'hui à un slogan d'état de droit. Il est vrai que nous, avocats, nous, professionnels du droit, nous sommes appelés à respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. Néanmoins, cela ne nous dispense pas d'une critique purement scientifique. Pourquoi nous disons que nous l'avons accueilli avec un sentiment mitigé? Cette affaire, on s'était réveillé un petit matin. Nous avions suivi en son temps, lors d'un conseil des ministres, dirigé par les chefs de l'État, qu'il y a eu un rapport qui a été fait par les services attitrés, fustigeant qu'il y a eu détournement de l'argent par rapport au projet de 100 jours. Et qu'avant cela, les projets de 100 jours, nous l'avions appris du discours du chef de l'État, qui avait annoncé, voilà, comme il venait d'entrer en fonction, il fallait qu'il marque son empreinte. On appelle un programme d'urgence. Par un programme qu'on appelait entre guillemets d'urgence. Et dont le peuple ainsi que le public devaient en bénéficier. Et que ces programmes devraient être financés par l'argent du contribuable congolais que nous sommes. Et que, bien qu'on n'avait pas donné le budget, mais on s'attendait quand même à une réalisation concrète sur l'ensemble de la République. Parce que nous avions vu cette volonté du chef de l'État pouvoir marquer son empreinte dès l'entrée des jeux. Alors, lorsque plus d'une personne, plus des Congolais avaient appris qu'il y aurait le détournement qui a été fait par certaines personnalités de haute carrure dans cette République, un grand procès médiatisé, que moi je qualifie plutôt d'un procès de cette mandature, malheureusement pour moi c'est une occasion ratée, un rendez-vous manqué. Mais Vital Kamerhe est acquitté. Devant la barre, nous avons eu des révélations. Il y a eu des montants et tout Congolais était étonné de voir le montant. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe est acquitté. Le montant n'a pas été détourné ou bien le montant a disparu? C'est le cynisme. Un procès cynique, assimilé à une pièce de théâtre. Et je parle au-delà de tout clivage politique, en tant que scientifique. Interpellé par les parquets de Matete, le dossier est fixé pour détournement. Bien sûr, le ministère public, à son niveau, a qualifié les faits de sa manière. Détournement des deniers publics. Arrivé au niveau du tribunal, à Gombe, le juge a instruit suffisamment l'affaire. Plus de 600 pièces à conviction ont été versées dans le dossier. Plus d'un témoin ont défilé devant le juge, chargeant tous les prévenus devant la barre. Cela ne dit pas que moi, je viens d'insinuer la présomption d'innocence. Mais le juge, connaissant les droits, a pu instruire. Et cette instruction nous a valu même la perte d'un grand juge, et dont je salue sa mémoire. Le juge Yagni. Le juge Yagni. Sa famille a perdu, la République a perdu cette valeur à cause de ces procès. Bien que nous ne connaissons pas jusque-là les tenants et les aboutissants de son dossier. Néanmoins, le juge a rendu son verdict. Il a condamné. Mais en vertu du principe du double degré d'exécution, Kamerhe et autres avaient le droit de faire appel. Ce qu'ils ont fait.
Ils ont fait l'appel, ils ont interjeté l'appel. Et devant la cour, devant le haut juge, le haut magistrat, la cour, après l'instruction, a réalisé qu'il y a bel et bien détournement. Et que la peine de 20 ans a été ramenée à 13 ans. Nous tous, nous avions suivi. Mais au niveau de la Cour de cassation, en procédure de révision, on a renvoyé l'affaire. Le juge estima que voilà, il y a eu l'article 104 du Code de procédure pénale qui a été violé par le juge de l'appel. Mais c'est le journaliste. Nous sommes scientifiques. Lorsque nous rentrons sur la teneur de cette disposition, l'article 104 du Code de procédure pénale, mais il y a à boire et à manger, monsieur le journaliste. Cet article renferme 3 alinéas. En renfermant 3 alinéas, le premier alinéa fait allusion à un appel qui serait interjeté par la partie psychomante, autrement dit les condamnés au premier degré, Camère et autres, qui ont fait l'appel devant lui, et que le fait qu'ils aient fait appel, c'est exactement parce qu'ils étaient informés, non seulement informés de leur condamnation, mais aussi de la charge qui pesait sur eux. Et que, de par les dispositions de cet article, les juges du premier et du second degré ne peuvent statuer qu'en vertu d'une notification. Et là, il n'y a pas à discuter. Et que dans le cas d'espèce, Camère et autres, ce sont eux qui avaient fait appel et non les ministères publics. Et que surtout si on examine l'infraction de détournement de deniers publics, eh bien, la peine prévue par le législateur, ce n'est pas la peine capitale. Et que, à notre grande surprise, le juge de la haute cour s'était accroché sur l'article 104 alinéa D, qui dispose, qui fait allusion à un appel quelconque qui serait interjeté par le ministère public et qui, si le juge examinerait les faits, pourrait aggraver le sort du prévenu. Ou ça pourrait aboutir à une condamnation à la peine capitale. Mais tel n'a pas été le cas pour l'appel interjeté par Camère. Et que vouloir motiver sa décision en se fondant sur l'article 104, ne serait-ce que chercher à forger le roc, créer une jurisprudence malheureuse et douloureuse par rapport à ce que nous venons de vivre. Et qu'à la suite de ça, qu'est-ce que nous avions vécu? Non seulement on a renvoyé, on a ramené cette affaire, que ça soit encore instruite par la même cour, mais aussi on est allé plus loin, en réformant même la composition et en nommant d'autres juges qui étaient appelés à statuer sur cette affaire. Mais à vous entendre parler, on peut croire à un procès politique. Tel que le commun des mortels a toujours dit que voilà, la politique prime sur les droits, et que nous sommes aussi tentés à dire ainsi, que la politique a pris sur les droits. Et d'autant que nous l'avons suivi même lors de la condamnation au premier degré ainsi qu'au second degré par des Camères et autres, là où sont partis à lui et d'autres alliés qui disaient voilà, et ils croyaient au chef de l'État et que la justice finirait toujours par être dite, par être faite, et à son faveur. Et Camère sera toujours acquitté. On s'est dit finalement, le fait de se confier au chef de l'État, cela suppose donc que le chef de l'État devrait influencer sur la décision des juges. Et ça, c'était grave par rapport à cette République et nous voulons tous être démocratiques. Et pouvons-nous dire qu'on n'est pas en train de vivre cet état des droits tant clamé par la famille présidentielle? On a connu autant de procès, monsieur le journaliste. Nous sommes tous au Congo. Il y a eu l'ancien ministre qu'on avait arrêté avec plein de billets de banque avec lui, incarcéré, acheminé à Makala. Quelle était la suite? On a connu le procès de Sokok ici, par rapport aux différents projets, aux différents travaux. Quelle était la suite? Mais monsieur le journaliste, il est vrai que ceux-là qui sont d'une coloration politique quelconque, il ne faut pas bien interpréter ce que je viens de dire. Mais en tant que scientifique, c'est un couteau dans notre cœur. Parce que le procès auquel nous avons assisté, ça nous a pris encore plus d'une somme pour les médiatiser, pour les mettre à la place publique, pour construire un échantillonnage contre quiconque qui serait tenté de tremper dans une affaire pareille. Mais où est-ce que nous en sommes?
Et que demain après-demain, chassé au naturel, il faut revenir au galop. Tout simplement parce que... Donc des procès organisés comme des mascarades, mais au finish, rien ne prêche par des exemples. J'ai bien dit que c'était un procès d'échantillonnage. Malheureusement, qui n'a pas répondu au rendez-vous du peuple. Parce que même le peuple, ainsi que la communauté internationale, attendaient les résultats. Nous ne disons pas que nous militions pour sa condamnation. Mais s'il y aurait condamnation ou acquittement, que cela soit conforme au droit. Que ça puisse convaincre plus d'un scientifique. Parce que l'argent que nous gérons, c'est l'argent qui nous vient des partenaires. Et qui court à cette république qui est en train de s'organiser. Les FARDC, les enseignants, même les juges, ils ont besoin d'être rémunérés. Mais ils n'ont pas besoin que l'argent soit consacré pour un procès cynique tel que nous l'avons connu. Et donc, lutter contre la corruption et l'impunité devient un slogan qui n'a pas son sens en RDC. Exactement, même. Heureusement que vous touchez sur un point, vous parlez de la corruption. Moi-même, en tant que scientifique, dès l'entrée des jeux de ce procès, lorsque les parquets avaient expliqué cette affaire, par rapport au fait de détournement, moi je me disais, les juges, en vertu du principe de cristallisation, de l'intangibilité ainsi que de la qualification d'une infraction, devraient plutôt parler de la corruption. Parce que même tous les témoins qui marchaient devant le tribunal, ils soutenaient une certaine influence qui venait de certaines personnalités relatives à ces procès et qui avaient influencé même la conclusion de ces contrats de marché public. Mais ce que nous avons vu, que le plus proche de Félix Tshisekedi, qui semble aujourd'hui blanchir son ancien directeur de cabinet, ce qui défilait devant la barre, chargé Vital Kamerhe, alors qu'on savait très bien qu'ils sont du côté du président de la République. Fin électoraliste. Il y a des ambitions qui s'expriment déjà pour 2023. Nous savons que le chef de l'État, il est partant pour sa candidature au second mandat. Et lui-même Vital Kamerhe, un ambitieux hors pair. Je m'excuse de le dire, parce qu'il avait exprimé, au sortir de sa rencontre avec le chef d'État, que voilà, lui se sentait prêt à servir le peuple. Mais c'est les journalistes. On n'est pas politicien, on est scientifique. Vous savez, sous d'autres cieux, le fait qu'on soit cité seulement dans un simple journal ou dans une revue quelconque, eh bien, ça ramène. Vous avez vu les cas de Boris Johnson. Les simples seulement déclarations, sans moindre procès, mais il a démissionné. C'est par rapport à la probité, à la moralité de la personnalité politique. Mais revenir sur une condamnation de 20 à 13 et de 13 à l'acquittement, mais les faits, c'était pas pour rien. C'est pas un Congolais qui s'est levé un petit matin, un petit citoyen lambda qui a dit voilà, Kamerhe avait détourné. C'était venu du Conseil des ministres. Et même si aujourd'hui, on cherchait à mettre les fardeaux sur les confrères, Maître Tunda Kassi. Mais lui, il était ministre de la Justice. Il ne pouvait pas se saisir d'office parce qu'on lui avait demandé de faire le suivi de ces dossiers. Et lui, en tant que ministre d'éthique, il ne devrait que faire le suivi. Et le suivi serait qu'il intéressait les procureurs pour faire les enquêtes. Maître, ceux qui pensaient que Vital Kamerhe, à cette époque, avant son acquittement, était encore prisonnier de Félix Tshisekedi, est-ce qu'ils avaient tort? Vous savez, lorsque nous avions appris, vous et nous, que voilà, Vital Kamerhe serait un homme crédible, serait l'homme crédible, et qu'il pourrait encore servir dans des hautes fonctions de cette République. Il y avait un sous-entendu donc. Mais c'était après de quoi? Il y avait des sous-entendus. Un homme politique n'ouvre pas pour rien sa bouche. C'était une manière de préparer l'opinion publique par rapport à un acquittement éventuel. Et voilà ce qui cloche. Et dès lors que ça rencontre même ces lieutenants qui disaient toujours, qui croyaient toujours au chef de l'État et qui savaient que le chef de l'État pouvait réhabiliter la mémoire de Vital Kamerhe. Mais cela c'était quoi? Pourquoi il n'avait pas salué la justice? Bon, bien sûr, en tant que militant, il devrait dire ça. On préparait déjà les Congolais on préparait l'opinion publique à cet acquittement. Voilà quand ils étaient même, lorsque la haute cour avait rendu son arrêt, pour que l'affaire soit encore instruite, pour que l'affaire soit encore instruite par la cour
il y avait les militaires, il essayait. Le premier mot à sortir de sa bouche, c'était quoi? Nous attendons l'acquittement des Camérés. Il rentre dans la peau de la justice alors qu'il n'est pas dans la cuisine. Et entre nous qu'il soit dit, lorsque la haute cour avait estimé que voilà, les procès ou cette procédure était entachée par une irrégularité ici de la violation de l'article 104. Mais ça, c'est de par la forme. Ça n'avait aucun rapport avec les fonds. Parce que les fonds, parlant des fonds, on voit les éléments consifs de cette infraction. Mais la haute cour avait seulement touché sur la question forme. Là où il avait estimé que le fait que les juges aient instruit cette affaire sur fond et des violations de l'article 104 et s'accrocher sur la notification et que cela devrait influer négativement sur la condamnation. Mais monsieur le juge, monsieur le journaliste, en quoi cela pouvait influencer sur la condamnation? C'était juste la question des formes. Et si on devrait revenir, cela ne dit pas que les juges qui venaient à peine de statuer et qui viennent de prononcer l'acquittement des Camérés est plus meilleur que ceux-là qui avaient connu cette affaire au premier degré et ainsi qu'au second degré, devant la même cour. Merci maître, parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Vous avez parlé des procès comme de ce ministre à cette époque avec des billets de banque incarcérés à Makala puis relâchés après, Vital Kamerhe et d'autres exemples. Quelles conséquences pour l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? On s'attendait tous. L'impunité continue parce que avant Félix Tshisekedi, l'UDPS décriait l'impunité. Pensez-vous que nous sommes toujours en train de nager dans de bêtises commises par l'ancien régime dirigé par Joseph Kabila? Je pense qu'il faudra repenser les choses. Avec qui? Bien sûr avec le peuple. Parce que la seule sanction, c'est le peuple. C'est le peuple. Lorsque l'on est élu, et non sur base d'un programme politique, mais plutôt sur l'identité d'une organisation quelconque, tribale ou ethnique, et que sans programme, qui convainc ou qui a convaincu, c'est ça la conséquence. Et que désormais, ceci doit nous interpeller, nous, le souverain primaire, pour que désormais, aux échéances futures, nous ne puissions plus être accrochés sur les identités culturelles, ethniques, tribales, moins encore en termes de partis politiques, mais plutôt sur un programme qui convainc. Donc, cette sanction, nous devons déjà commencer à la préparer. Vous voyez, par exemple, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens parlent de l'agression du Rwanda. Mais tout ça, bien sûr, nous condamnons, nous sommes congolais. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés à cette prétendue agression? Pourquoi tous nos services sont infiltrés? L'armée, qu'est-ce que l'armée ne donne pas? Mais par rapport aux conditions de vie de chaque militaire qui combat aujourd'hui, et au regard de ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ces militaires méritent cela? Aujourd'hui, nous avions suivi juste un petit conglomérat de députés qui avaient fait une déclaration que voilà, il faut que nous déclarions la guerre au Rwanda. Mais cette époque est révolue de jouer au théâtre. Nous, pour qu'on déclare la guerre contre une autre nation, nous tous nous connaissons des exigences, ainsi que les conséquences que cela peut engendrer. Nous devons d'abord revoir notre manière de gérer. Merci, maître. La gestion du pays. Merci, maître. Comme on parle de la lutte contre la corruption et à l'IGF, quelle cote vous donnez à l'IGF aujourd'hui, dans tout ce qu'il fait comme travail? L'IGF, ça vous dit quelque chose? L'IGF, Inspection Générale des Finances. Au fait, je suis en train de rire à la manière d'Héroclite. Héroclite, lorsqu'il voyait certaines faiblesses, même des petites qui pouvaient être surmontées par l'homme moyen, il ne faisait que rire. Contrairement à Démocrite, lui il plairait. Et parce que la caméra est là, personne ne verra mes larmes. C'est pourquoi je me mets à rire. Parce que nous sommes en train de vivre les 620 avant l'ère chrétienne, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que décrit Solon, parce que Solon, c'est un grand modèle,
pour la gestion d'un État démocratique. Parce que c'était lui le père de la démocratie athénienne. Là, il avait dit que voilà, dans chaque chose, il faut les justes milieux. Mais nous, au lieu de vivre les justes milieux, nous sommes en train de vivre les faits fonds. Alors c'est horrible. L'IGF, moi j'ai considéré toujours l'IGF comme étant un chien de garde, qui a toujours aboyé, mais qui ne permet pas aux voleurs à pouvoir se raviser. La cote, on peut donner combien? L'IGF fait son travail, bien que ça soit sélectif, mais on les voit quand même. Et l'IGF n'est pas son premier travail. Nous avons suivi à l'époque les ministres Lusolo Bambi, le confrère, qui avait fait un rapport accablant sur certains détournements, sur certains comportements mafieux de certaines autorités de l'époque. Mais quelle était la suite? Et l'IGF n'a fait qu'emprunter les concerts ou les karaokés des dénonciations. Mais les résultats, parce que exactement la République est gérée sur fond des alliances, des accords qui compromettent même les intérêts de la population. Alors que l'on oublie qu'on gère ce qu'on gère comme reste public, comme la chose de la République, c'est pour ces petits citoyens. Les 100 francs que vous et nous contribuons au trésor public pour que ça soit géré et pour qu'ils rendent compte. Malheureusement, ce qui est géré, c'est géré par un conglomérat, les clubs d'amis, les clubs je ne sais même pas dire, parce que je manque les mots, parce que dans mon cœur, il y a plein de choses à dire, et si je les disais ici devant vous, tout le monde risquerait d'interpréter à tort et à travers, alors que la science nous oblige. C'est pourquoi je me dis que voilà, je me réfugie dans la posture d'Héroclite, qui riait, mais tout en ayant une blessure, une plaie dans son cœur, qui saignait, et ça saigne. Et ça nous donne même aussi l'envie de vouloir aussi de nous faire pénétrer dans ces sphères politiques, là où on l'a toujours considéré comme un mythe, alors que ce n'est pas un mythe. Merci. Tout est établi par la loi. Merci, maître. Mais les gens gèrent au mépris de cette loi. Merci, maître. Devant notre caméra pour des petites questions, face à tout ce que vous venez de décrire, c'est que le président de la République a appelé la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous n'avons pas vu ça. Il faut repenser les choses. C'est que vous avez dit non. Il faut qu'on repense les choses. Qu'on repense. En sanctionnant ceux qui n'ont pas bien travaillé. Exactement. Pourquoi? L'on ne peut pas se précipiter pour enclencher un procès dès lors qu'on sait qu'on n'a pas de preuves. Nous avons des juges qui connaissent les droits. Nous avons les lois de la République qui sont là. Et malheureusement, ces lois, pour moi, elles sont considérées comme le disait Danton Solon toujours, qui disait voilà, ces lois, elles sont faites comme si c'était des toiles d'araignée. Et qui ne sont là que pour attraper juste les petits insectes. Les petits insectes. Mais pour les gros noms. Voilà ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, osez seulement de lancer un message ici, sur votre micro, devant cette caméra. Mais il y aura tous les services qui seront derrière vous. Mais c'est qu'il faut atteindre à la sécurité de l'intégrité territoriale. Nous avons suivi un meeting qui s'était passé vers Kanyanyutina. Un haut gradé de la police qui incite les gens à prendre les machettes pour défendre le public. Pendant qu'il est au courant de ce qui s'est passé dans cette province. Ce que nous avons vécu ici à Bouéné. Entre une tribu contre une autre. Mais, en pleine situation pareille, il s'est averti de donner un message. Est-ce que cela ne peut pas vraiment conduire à des faits graves et à des situations graves? Parce qu'aujourd'hui, pour un petit citoyen qui n'avait pas pris cerner la tenue de ces messages, lui comprend qu'il voilà, pour se défendre, il faut prendre des machettes. Et la conséquence, nous allons vivre cela. Est-ce qu'il y a-t-il des suivis? Y a-t-il des poursuites contre lui? Ça se passe comme ça. Voilà, il y a des choses qui énervent. Tout un palier qu'on ne sait pas dire devant votre micro ici. Alors nous devons revoir nous devons revoir les choses. Avec le maître, nous avons compris que le procès Vital Kamerhe et d'autres procès qu'on a vus, c'était en théâtre. Des procès cosmétiques. Des théâtres. Théâtre cosmétique. Mais ils ne font rien. Maître Hassan Kangapipi Vergès, vous êtes avocat, je rappelle ici, c'était le plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise
pour parler de l'acquittement de Vital Kamerhe. Merci, plaisir a été aussi pour moi. À la prochaine. Nous disons merci de visualiser nos vidéos, merci de partager, surtout vous abonner sur notre chaîne. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.